Merci d'accueillir Albert Sarrat. Alors, d'habitude, c'est moi qui pose la première question, mais aujourd'hui, il est tard. On va demander, est-ce qu'il y a une intervention, une question, une remarque? Ouais, il y en a déjà là. Ici, tu n'as pas de micro? Merci pour le film. En le regardant, j'arrêtais pas de penser à quelque chose. J'avais une théorie, je voulais vous entendre là-dessus. C'est une théorie qui dit que vous faites de la télé-réalité et que ça se ressent à plein d'endroits, que ce soit dans le dispositif de caméra, il y a une logique d'enfermement et il y a un peu cet habitacle de voiture qui est comme un confessionnal dans lequel on commente les images, le spectacle qu'on vient de voir. Et je voulais savoir à quel point c'était quelque chose que vous intégriez à votre cinéma et si vous le conceviez comme ça ou bien si vous perceviez ce spectacle-là. Non, en fait, l'obsession, c'était, et surtout avec les caméras, parce qu'on avait plusieurs opérateurs caméra, directeurs de photographie, et l'obsession, c'était de créer des images cinéma. Et pour créer des images cinéma, il faut mettre de la pression. Tu sais, de la pression un peu au sujet, même si là, on ne pouvait pas se communiquer avec les acteurs, parce que moi, j'ai jamais échangé, j'ai échangé des 3, 4 phrases ou 5 phrases pour convaincre les toreros de participer au film. À la moitié du tournage, parce qu'il hésitait, il était un peu, tu sais, il était superstitieux, je ne sais pas, il ne voulait pas mettre le microphone sur un fil. Tous les quadrilles, les assistants, non, son team, il avait, mais lui, il était un peu comme ça. Et j'ai essayé de les convaincre aussi avec de très brèves conversations. Mais à part de ça, je n'ai pas échangé. Mais en même temps, on était obligé plus que jamais à créer des images cinéma parce que la direction d'acteur n'est pas là. Alors pour créer l'artifice, pour créer, je ne sais pas, un peu de mystère, la réalité, c'est pas comme ça. Tu sais, on avait tourné 740 heures, tu sais, ça, c'est pas de la télé-réalité. Sinon, tout le monde le ferait. C'est très facile, tu mets les caméras là, tu as déjà un film comme ça, fais-le, je sais pas, c'est très facile. Mais c'est pas exactement comme ça. Et la pression des images cinéma, si c'est, ça implique un autre genre de, comment dire, de prédisposition mentale, de connaître un peu ce qui est le cinéma, ce qui sont les images du futur, c'est pourquoi cette image-là et pas l'autre, non, de connaître les faiblesses, les points forts de chaque image, les réverbérations surtout, c'est super important. Et comme ça génère beaucoup de pression avec les opérateurs parce que déjà les défis techniques c'était grand. Tu sais, toute l'action c'est imprévisible. D'abord, l'action qui est là, non, les taureaux et tout ça, mais après ils bougent par là. Et suivre les points, tout ça, d'une façon, qu'on dit, harmonieuse, sensuelle, etc., c'est déjà pas évident. Mais en même temps, même pour les opérateurs en général, on dit, oh, l'action avec ce taureau va se passer là, ou là, ou là. Et tu ne sais pas si ton angle c'est le bon. Alors, tu sais, la pression, c'était plutôt de chercher des images cinéma où, en plus, il y a quelque chose qui se passe qui est important pour les spectateurs, qui donne des émotions, des sensations, et qui est complexe, qui est riche. Toutes les captations, tu peux aller à YouTube, il y a plein de captations de télé-réalité, on met de la caméra, plein, on capte tout ce qui se passe. Et ça, c'est rien ça. Ça veut dire que tu sens rien en tant que spectateur, tu apprécies rien, c'est un peu froid quand même. Mais je précise que quand je disais ça, c'était pas un gros mot, c'était vraiment je trouvais qu'il y avait des esthétiques qui se rejoignaient et je trouve que la télé-réalité induit la mise en scène et comme il y a de la mise en scène ici, et je trouvais ça assez puissant que même inconsciemment ces imageries-là se rejoignent, même lui dans son attitude presque d'influenceur comme ça, enfin ça m'a paru correspondre à une réalité.
Oui, il fait des influenceurs dans les réseaux sociaux, mais là, il n'est pas d'influenceur. Non, non. Tu sais, ça, c'est pas une blague. Et moi, j'étais là, et non. Écoute, lui, il a la caméra là, tout le monde a la caméra là. Et si les films ont une espèce de puissance, c'est parce que c'est fait sans filtre. C'est-à-dire, on a la sensation permanente vraiment que là, on s'en fiche complètement de la caméra. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une autre pression qui est beaucoup plus supérieure à la caméra. Si toi, tu es dans ton quotidien, non, ou le quotidien de merde de tout le monde, là, oui, on est dans la télé-réalité. Mais si tu dois aller là avec les taureaux, c'est pas de la télé-réalité, ça. Il faut avoir quelque chose de plus. Non, et ça veut dire que la caméra, c'est le plus petit de tes problèmes à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'artifice est créé à cause de ça. Parce que dès qu'il a la pression, non, dans une autre côté, là, la caméra commence à capter, commence à enregistrer, des choses qui sont hors contrôle, hors son contrôle, parce que moi je l'ai vu les jours d'avant, il est de mauvaise humeur, il n'y a plus de blagues là. Tu sais, ça c'est pas agréable. Et alors, bon, et quand même, là, la caméra qui peut capter, c'est des choses qui ne sont pas visibles à les yeux humains, il peut faire son travail, parce que lui, il ne peut pas contrôler son image, parce qu'il est sous pression d'un autre genre de pression. Et évidemment, ça, il y a les montages après pour grader tout ça, pour en faire un équilibre qui va être en même temps sensuel, en même temps, comment dire, du point de vue plastique intéressant, du point de vue spirituel, etc. Mais non. Moi, je crois, bon, c'était ma théorie avant, avec tous mes films fiction, que les acteurs sous pression, ils sont mieux parce que ça donne une énergie spéciale et ça donne de l'intensité à les images. S'il n'y a pas de la pression, c'est quoi? Pourquoi tu es acteur alors? Ça ne sert à rien. Tu es dans ton quotidien et tu serais payé pour être dans ton quotidien sans pression? C'est quoi ça? Ah, tu es payé plus que les réalisateurs, beaucoup plus, pour être comme chez toi sans pression. Oh, peut-être il faudrait mettre les taureaux à tous les acteurs de tous les films, peut-être. Comme ça, peut-être ils seraient plus... Il y avait une question juste derrière. Un peu plus awakened, non, despert. Il y a quelqu'un qui avait levé la main là derrière. C'est toi? Oui. Déjà, merci pour le film. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, il y a une différence de nature entre le cinéma documentaire et le cinéma fiction? Ou est-ce que le choix entre une de ces deux formes est basé uniquement sur des facteurs techniques et matériels? Non, c'est la direction d'acteur. C'est ça le plus difficile du cinéma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des documentaires parce qu'ils sont incapables, soit parce qu'ils sont lâches de faire un film de fiction, soit parce qu'ils sont paresseux et ils ne peuvent pas écrire un livre. Alors il dit, on va faire un documentaire parce que comme ça on sera... Tu sais, tu as vu les gens du théâtre, des théâtres populaires qui sont dans les petits villages et qui se réunissent pour faire des théâtres amateurs? Ça existe en France, non? Si? Oui. Ces gens-là, pourquoi se réunissent? Pour être ensemble. Ils disent qu'ils font du théâtre, mais c'est le même que les gens qui font des documentaires. C'est pour être ensemble. Tu ne peux pas être à la maison toute seule en train d'écrire le livre sur la tauromachie. Tu ne peux pas faire un film fiction parce que ça demande beaucoup de... tu sais, il y a beaucoup de friction là. Non, pour réussir à avoir quelque chose qui soit artificiel et organique en même temps. Non, un peu original. Et ça, c'est pas évident tout de suite. Alors, mais évidemment, il y a des exceptions incroyables dans l'histoire du documentaire, même dans l'Europe, hein, mais surtout dans des autres pays. Mais la direction des acteurs, c'est le plus difficile. Tout ça, c'est très compliqué, c'est psychologique, en plus, c'est la friction humaine. La friction humaine, en plus, qu'il a des conséquences dans l'écran très très graves à niveau artistique. C'est-à-dire que ça peut être catastrophique ou ça peut être génial. C'est la qualité du film qui fait changer tout, la magie. Et ça, c'est très difficile à prévoir et à gérer. Et c'est pour ça que ça donne beaucoup de... Comment dire? Il faut
c'est difficile, il faut être calme, c'est pas garanti le résultat. Dans un documentaire, si c'est mauvais, le résultat c'est garanti, ça sera mauvais. Tu peux être tranquille, ça sera mauvais, c'est clair. Mais là, on a quand même besoin d'un grand personnage. Je ne sais pas si c'est un grand personnage. En tout cas, c'est un grand personnage cinéma. Oui, c'est ça que je veux dire. Non. Ah, oui. Je ne sais pas. Là, il n'y a pas de direction. Pardon. Il n'y a pas de direction d'acteur, mais il y a casting. Quand je l'ai choisi, il n'était pas le numéro 1. Il était le numéro 2, 3 ou comme ça. Il y avait plusieurs options. Et en fait, j'ai tourné un petit peu un autre torero. Mais je me suis rendu compte tout de suite que lui, c'était lui je ne sais pas, c'était plus mystérieux. C'était mystérieux dans plusieurs directions que tu n'arrives jamais à capter. Parce que parfois, il a l'air d'être complètement vide. Parfois, il a l'air d'être un psychopathe, même vraiment glacial. Non, vraiment transparent. Il dit, on le regarde, surtout après parce qu'il y a un léger changement avant la corrida, quand ils sont dans la voiture qui va à l'arène, et quand il revient de l'arène. C'est un petit... Bon, ça, il faut être très attentif. Mais quand il revient, il a l'air d'être pas épuisé, mais comme transparent. Même ça, psychopathe. Comme s'il n'y avait rien. Tu pourrais le traverser avec ton regard et dire, il n'y avait rien, c'était vide. Et ça, c'est troublant dans certains moments. Pour moi, dans les montages, moi, je voyais ça et dit, en même temps, parfois, avant, mais peut-être dans la chambre, dans certains moments, il y a un léger côté spirituel, une légère densité, que tu peux y croire aussi. Ça fait partie aussi de la transcendance de la corrida, je pense. Tu vois le football ou le tennis, et spiritualité, c'est zéro. Mais zéro, ça veut dire zéro. 0.0. Spiritualité dans le foot ou le tennis ou le basketball. Dans la corrida, je ne sais pas, mais quand même, il y a les angels, il y a la mort, la vie, c'est dangereux, tu sais, la solidarité humaine, les côtés humains, les côtés... Bon, quand même, c'est... Non? Et peut-être la clé du film, c'est ça que là, c'est tout mélangé d'une façon très confuse. Parce que parfois, tu dis, les dialogues, par exemple, que c'est quelque chose qu'on a découvert après. Nous, on avait mis le microphone, mais on n'avait jamais entendu, jamais écouté les dialogues avant le début du montage, la fin du tournage. On avait déjà tourné le film, on dit, waouh! Et on commence à entendre toutes ces phrases. Et ils sont complètement dingues. Ils sont des fanatiques, des vrais fanatiques, et des vrais fous. Et parfois, on entendait des phrases qui sont de la vulgarité, ou je ne sais pas, les grotesques, non? Les cuils, je ne sais pas, toute cette histoire, il y a un surhomme, il y a la cuil, plus grand que la reine. Il y a un moment, quelqu'un dit, il y a des cuils plus grands que la reine. Non? Bon, on entend ça beaucoup de fois. Et après, il y a, je ne sais pas, des phrases comme la vida no vale nada. Eso es, la vida no vale nada. La vie ne pèse rien. Non? Ça veut dire, non, il faut mépriser la vie, il faut la jeter, il faut la risquer, tu sais, c'est seulement avec ça qu'on peut comprendre, on peut l'utiliser pour en faire quelque chose de grand. Pour eux, c'est toré, pour nous, ça sera un peu stupide ou absurde, mais pour eux, c'est important. C'est plus important même que la vie. Et là, tu dis, tu commences à, non? Avec tout ce fanatisme, évidemment, c'est un rituel sacrificiel, la vie, la mort, on voit toute cette mélancolie, évidemment, de la mort du taureau. Bon, et là, on commence à... Mais moi, ça, c'était perturbateur. Parce que, dans cette, comme dire, c'est un rituel sacrificiel, c'est une espèce de tragédie cathartique, non? D'une certaine façon. Et, tu sais, c'est une espèce d'acceptation de la vie dans tous ses risques, dans son imperfection, dans sa finitude. Tu sais, non? Et malgré ça, une espèce de mythe décisif, parce qu'il n'y a pas de but dans la corrida. Non? C'est renouvelé, c'est un engagement, un engagement éternellement renouvelé. C'est pas que tu vas arriver là, j'en fais 10 et je suis le meilleur et c'est fini. Ou j'ai fait ça. Non, non.
Et là, c'est vraiment une espèce de déboire étrange qui s'éternelle, qui se répète une fois après l'autre. Et on les voit dans les films. À la fin du film, bon, il y a cette musique, tout ça, il sort par la porte, il va rentrer par une autre le lendemain, éternellement. Et c'est ça qui était assez, comment dire, je ne dirais pas touchant, parce que c'est assez froid, mais mystérieux quand même. Madame Bonjour. J'ai une vision tout à fait personnelle. J'ai regardé le film comme un film. J'ai oublié que c'était un documentaire. Donc je suis vraiment rentrée dedans. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tellement près de tout, des matières. On est vraiment dedans. Et il y a un focus. Il n'y a pas d'échappatoire. On voit un peu l'hôtel, mais sinon l'ascenseur, mais très très peu, un peu la voiture. Moi, j'ai vraiment vu une quête de masculinité, mais de dingue. D'être un homme, une espèce de quête presque mystique. Il parle de couilles tout le temps, fils de pute et tout, mais c'est pas par hasard. Oui, c'est vulgaire, mais enfin, il ne parle que de ça, tu vois, les plus grandes couilles et tout. Et moi, je trouve ça très très intéressant. Il n'y a pas que cette masculinité-là, mais c'est en tout cas, là, en Andalousie, pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui détestent. Moi, je ne suis pas pour ou contre la corrida, ça n'a rien à voir. Moi, je vois vraiment une quête désespérée. C'est pour ça qu'il faut toujours recommencer, parce que c'est jamais atteint, de la masculinité avec un M majuscule. Je ne sais pas si c'est le mot masculinité. En tout cas, il y a une espèce de... Parce que c'est assez mélangé quand même. Tu sais, et il y a une certaine fragilité. Il y a surtout lui, que lui il est, qui tient la responsabilité. Il est obsédé tout le temps. Est-ce que les gens sont compris? Tu sais, il a une espèce de fragilité par rapport à, tu sais, à ce qu'ils pensent les autres. Ce qui est assez paradoxal. Parce que tu dis, je suis le plus courageux, je suis le plus fort. Je te fais, mais en même temps, il est complètement, tu sais, tout le temps dans son inquiétude par rapport à les avis des publics. Oui, mais quand même. Et en même temps, les mélanges, si vous regardez par exemple, il y a un moment dans la voiture où il y a le type à droite qui est en train de pleurer. Quand elle a été blessée très fortement, le type de la droite, il est en train de pleurer. Lui, il est comme abstrait dans son introspection, on ne comprend pas exactement. Et l'autre, il est en train de dire, tu es surhumain, tu es le meilleur, le cuit, je ne sais pas. Et tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce mélange? Non? C'est assez... Et l'autre derrière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. C'est assez bizarre. C'est difficile à imaginer. Imaginons, vous disiez que c'est pas un documentaire, mais imaginons, c'est très difficile à imaginer, à penser qu'une scénariste, un seul cerveau, peut créer une scène comme ça. Non, mais moi je l'ai vu comme un film, c'est ça que je veux dire. Non. Comme un film. Moi je l'ai regardé. Oui, mais c'est comme vraiment un film. Oui, mais c'est des images de la réalité. Il y a zéro intervention. Oui, je sais, mais... Alors, c'est assez... Évidemment, c'est assez cohérent et c'est un peu avec mes films précédents, non? C'est côté de une certaine idée de la beauté de l'injustice, la beauté de l'horreur, la beauté... Tu sais, qu'on peut trouver dans les lieux les plus sombres ou les plus inespérés. Et ça, il est là. Et ça, c'est déjà assez fictionnel. Parce que dans les documentaires, on ne trouve pas la beauté, tu sais, élaborée d'une façon si artificieuse. Évidemment, le montage, ça peut jouer, et la mise en scène. Mon obsession, c'était de faire un film un peu conceptuel. C'est pour ça qu'on a levé les côtés folkloriques, les côtés, le public, par exemple. Non, il n'est pas là. Il est nul, le public, il est ennuyeux, et c'est absurde, et c'est pathétique. Alors, l'idée, c'était de faire que le public du cinéma devienne le public de l'arène, et de les faire sentir des choses à un niveau physique, à un niveau un petit peu intellectuel ou moral aussi. Et tu sais,
Mais toutes ces stratégies de la fiction, malgré tout, malgré que la captation est hyper innocente, comment dire, c'est basé sur la curiosité et sur l'idée que la caméra capte des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Et évidemment, comme vous avez dit, cette idée de la proximité, de l'intimité très très proche dans cette espèce de symbiose entre les taureaux, les points de vue du taureau, les points de vue du torero. Évidemment, ça c'est... Personne n'a jamais vu. Moi, je suis la personne de l'histoire de l'humanité qui a vu plus d'images de qualité de la tauromachie. De l'histoire de l'humanité. Simple. Parce qu'avant, personne ne les avait captés. Alors, c'est moi qui a vraiment... on ne pouvait pas capter ça avec la technologie ancienne, les sons anciens, etc. Et avec eux, est-ce que vous avez eu, peut-être pas des discussions, mais des paroles en dehors, où ils parlent d'autres choses que... Non. Non. Je n'étais pas intéressé. Ok. Pourquoi? Ah ben je sais pas, hein, c'est une question. Non, parce que pourquoi? Tu sais, c'est toujours en tendance. Moi, j'aime eux, je les aime quand ils sont différents à nous. Quand ils ne sont pas dans son quotidien qui les rapproche à nous. Ça, c'est quoi l'intérêt cinématographique de ça? Ou l'intérêt même humain? Pour voir quelqu'un qui est dans son quotidien en train de s'endormir? Je ne comprends pas, non? Moi, et c'était l'une des limitations de l'idée, c'est on va tourner dès qu'ils sont déjà dans l'attention, c'est-à-dire ils commencent à s'habiller, ils sont déjà dans l'autoconscience des héros. Tu sais qu'il faut faire des choses extraordinaires. Oh, extraordinaires. Je ne sais pas si c'est extraordinaire le mot, mais qu'il faut faire des choses qui ne sont pas habituelles quand même. Alors, et là, c'était... Ça, ils sont intéressants. Et en plus, c'était très intéressant ça, parce que les gens qui... moi, je sentais que quand il arrête de faire la corrida, il commence à travailler. C'est tout le contraire. Son quotidien, c'est du travail. Moi, je sentais quand il se déshabillait, et je sentais, il dit, il faut aller travailler maintenant. Il faut apprendre la voiture, il faut aller en resto, il faut aller avec la famille. Commence la journée du travail. Là, c'était la vraie vie. Et après, il faut travailler le reste. Et c'est pour ça que tous les grands toreros, soit ils se sont suicidés, certains, ou ils ont des problèmes psychologiques quand ils ont arrêté. Déjà, certains sont morts, les plus grands historiquement. Sont morts dans l'arène, je veux dire. Et tu sais, tout accepter l'acceptation, comme dire, de la retraite, non? C'est un concept si banal pour un torero. Évidemment, comment on peut faire la retraite de ça? C'est quoi la retraite de ça? Je ne comprends pas. Il y a retraite de ça? Je ne sais pas. En fait, les toreros sont payés comme les pêcheurs et comme les gens de mines. Je pense qu'ils ont la retraite à 52. Ce qui en Espagne, c'est assez bas. En France, peut-être, ça, c'est pas si exagéré que ça, parce que c'est 60, je pense, ou je ne sais pas, vous ont monté aussi, mais... Tout augmente. Hein. Moi? Non, tout augmente. Mais là, c'est 52, je pense, pour les toreros. Mais ça, c'est pas pour les matadors. Parce que les matadors, c'est comme les Sisyphe. Et les matadors, c'est la solitude totale et c'est une condamnation. Non? C'est ça, français, ça? Condamnation? Condamnation. Albert, peut-être pour rapprocher ce film des précédents, moi, ce qui me frappe, c'est la durée des plans, en fait. Il y a un grand travail dans tous les films, en fait, sur la durée. Comment est-ce que, pour ce film-ci, comment tu as travaillé ça? Non, c'était une obsession pour les opérateurs caméra, parce que ça donne un peu, comme dire, ça donne tu arrives à partager le temps, les mouvements, ça donne une sensualité naturelle. Si tu coupes, même si tu, je ne sais pas, si tu as des bons... Ça a toute la sensation. La seule sensation pour vraiment partager quelques points de vue, quelques intimités, quelques perspectives, c'est de garder la durée du plan. Et ça a été toujours comme ça dans mon cinéma avant, mais là c'était encore plus du point de vue plastique même. Parce que sinon tu tues la sensualité. Si tu coupes les plans, c'est déjà une narration.
Mais là, on n'est pas exactement dans les domaines de la narration. Si vous voulez avoir les domaines de la narration, vous allez sur YouTube et vous aurez plein de captations de corridas où ils vous racontent ce qui se passe. Mais là, non. C'est une autre. C'est partager quelque chose qui est différent. On était assez obsédés pour ça, et ça a été toujours, mais bon. Je trouve que ce n'est pas un très grand secret. Moi, j'ai toujours pensé, les plans les plus longs, c'est mieux. Évidemment, il faut couper de temps en temps, il faut savoir, mais c'est-à-dire au niveau des captations, quand on est là avec les opérateurs, il faut tenir l'attention. Évidemment, il faut trouver une image cinéma et la prolonger dans le temps. Parce que c'est assez précieux. Même dans, je ne sais pas, il y a des images évidentes dans les films que s'ils n'ont pas de la durée, c'est absurde. Quand le taureau regarde la caméra, je ne dis pas les premiers plans du film, mais quand il est dans l'arène, il y a des moments où le taureau, par hasard, tombe dans l'axe de la caméra, même si la caméra c'est dans l'autre côté de l'arène, mais par hasard, il tombe dans l'axe, il reste comme ça, sans bouger les pieds, sans bouger la tête, parce que normalement il est très distrait, le taureau, parce qu'il entend des bruits et il mouche tout le temps. Mais si parfois il est là, et le plan dur, il regarde dans la direction de la caméra, ça c'est, tu sais, une image cinéma. Ce n'est pas une image de tauromachie. C'est une image cinéma parce que là, c'est comme une mélancolie, c'est le côté prémonitoire. Le taureau, c'est le seul qui ne sait pas qu'il va mourir. Tout l'arène le sait, tout le monde le sait. Le taureau, non. Il y a une tristesse, il y a je ne sais pas, il y a les yeux, tu sais, commencent à regarder tout. Non? C'est son destin. C'est tout, c'est le destin. Et c'est c'est aussi notre place dans le monde, notre place avec la condition animale, avec la nature, c'est beaucoup de choses. Et ça n'a rien à voir avec la tauromachie. Il ne fait rien, le taureau. Il est là en train de regarder par hasard dans l'axe de la caméra, sans bouger la tête. Ou quand, par exemple, évidemment, la mort du taureau, c'est très beau. Ça n'a rien à voir avec la tauromachie. Oui, évidemment, c'est la tauromachie parce qu'il a été tué pour le taureau et il a achevé. Et ça, c'est la fin de le combat. Mais, tu sais, toutes ces secondes où vraiment la vie s'en va, la vie l'abandonne, tu sais, dans cette espèce de mouvement hyper naturel, mélancolique, triste, etc., mais naturel, non? La vie, la mort, le cycle vital. Et ça n'a rien à voir avec la tauromachie, strictement. Ça n'a rien à voir avec des autres histoires. Même des images de tauromachie. Quand, par exemple, la caméra, il est là et il tourne les toreros et les taureaux qui sont en train de torer, mais parce que l'angle, c'est en plongée et on ne voit même pas la barrière rouge. On voit que les sables, les toreros et les taureaux. Même ni un petit morceau évidemment du public ou de la barrière, de la fence. Ça, tu sais, c'est une autre dimension. Même s'il est en train de torer, on a la sensation atavique qu'on est dans un désert. Un désert. On avait compris. Un désert. Non, il y a 2000 ans, là, je ne sais pas où. C'est comme dire, quand on était dans les, à Lascaux, dans les peintures primitives, tu sais, je ne sais pas, ce ne sont pas des images de tauromachie strictement. C'est des images qui ont des réverbérations différentes. Et c'est pour ça qu'ils sont des images plus riches, plus complexes et différentes et de cinéma. Parce qu'ils sortent un peu, ils sont artificiels, ils sont comment dire, arbitraires. Ils donnent des sensations arbitraires. C'est déjà pas un documentaire sur la tauromachie. Ça va au-delà de ça. Et ça, c'est beau. Et c'est ça que nous, évidemment, on voulait grader, dire, les éléments essentiels. Ça, c'était dans les bases du film. Si tu fais un documentaire sur un sujet, c'est parce que tu as un petit peu de curiosité sincère, un petit peu d'innocence et un petit peu de respect pour le sujet. Sinon, si tu fais un film fiction, si tu es si intelligent et si tu es supérieur à ton sujet, tu fais un film fiction. Tu inventes ce que tu veux, c'est fini. Mais si tu vas dans la réalité quand même, c'est parce que tu as un peu de curiosité, sincère, honnête, et et en plus, je ne fais pas un film négatif. Les gens disent, le film, tu es plus pour ou contre la tauromachie. Je dis, bon, je ne sais pas, mais moi, je ne ferai pas un film négatif. Je suis trop âgé déjà. Je ne vais pas perdre mon temps pour critiquer quelque chose.
Si je fais quelque chose, c'est parce que je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'intérêt, un petit peu de fascination, un petit peu de curiosité, qu'il faut mettre à la caméra et placer les caméras pour découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant et que la caméra peut capter et pas moi. Et c'est là que, évidemment, tout ce que la caméra capte, non, pendant le tournage, il faut l'équilibrer, c'est un petit peu de respect, c'est la base. Et là, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est pour ça que le torero, il a détesté le film. Il a vu en version, presque cette version-là, sans son, mais bon, c'était la version montage, mais au niveau d'image, c'était ça. Et au niveau des sons, c'était pas fait, mais bon. Et il a détesté les films, il s'est positionné très contre les films, il disait que c'était trop violent, ce qui est déjà assez ironique, oui, assez ironique. Il disait qu'il manquait de triomphe. Lui, il est le numéro 1, il disait qu'il ne trouvait pas qu'il y avait assez de triomphe. Je ne sais pas, il se plaignait des autres questions, mais il détestait les films. Et c'est intéressant ça. Moi, j'étais triste. Oui, mais non, il m'a dit... Il peut l'aimer dans 10 ans, le film. Ou pas. Ou pas. Qu'il ait dit ça. Est-ce qu'il y a... Il avait dit, je vous ai donné tout l'accès. Quand il a vu cette version, on se disputait un peu. Il dit, je vous ai donné tout l'accès, même mes parents ne sont jamais rentrés dans la chambre. Vous êtes filmé la chambre 8-9 fois, la voiture, je vous ai tout donné. Et finalement, vous m'avez trahi. Si c'est pour la violence et l'absence de triomphe. Mais c'était dur quand même, parce que c'était vrai ce qu'il disait. Le film existe grâce à sa générosité. Absolument. C'est inouï, c'est inédit dans l'histoire du cinéma qu'un torero, dans cette circonstance si grave, permette toute cette captation, même du son, que c'est déjà encore pire. Parce qu'accepter de tous ces dialogues, et si ça c'est là, imaginons ce que j'ai enregistré et je n'ai pas mis. C'est beaucoup pire que ça. C'est-à-dire que l'idée de que le film est sans filtre, c'est vraiment là. Et ça, c'est très fort quand même. Et c'était... Moi, quand j'ai regardé des documentaires, et je suis réalisateur, et pour moi, la garantie d'un documentaire, ou la garantie, ou le mystère, ou l'intérêt d'un documentaire, quand j'ai regardé, c'est putain, comme ils ont fait ça, comment ils ont fait ça? Comme les gens qui participent ont autorisé ça? Ils sont des acteurs, comme le gouvernement de ces pays-là, il l'a pas mis en prison. Comme, tu sais, ces acteurs acceptent d'être dans des situations tellement embarrassantes. Et c'est ça, même moi comme réalisateur, je ne pouvais pas comprendre comment ils ont arrivé à le faire. Évidemment, on parle des documentaires des pays difficiles, je sais pas, la Russie, la Chine, non, des pays compliqués. Et si j'ai fait un documentaire, c'est parce qu'au moins, dans un degré beaucoup plus petit et beaucoup plus, comment dire, modeste, humble, mais il y avait quelque chose un petit peu, non, qui n'est pas quand même les problèmes des voisins avec je ne sais pas quoi. Monsieur? Oui, malgré le fait qu'il s'agit d'un documentaire, votre documentaire m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a très longtemps, c'est Arène sanglante de Blasco Ibáñez. Et donc j'y ai retrouvé d'une part tout ce rituel dans le chef du torero, mais j'ignorais aussi qu'il y avait une sorte de rituel et de comment je vais dire, je ne trouve pas le mot, je dirais presque fétichisme aussi, mais le mot est inapproprié, mais je n'en trouve pas d'autre pour l'instant, dans le chef même de la personne qui l'accompagne. Maintenant, quant au titre Tardes de Solidet, on pourrait très bien comprendre ça par une journée, une après-midi donc de solitude, mais en fait, la vie d'un torero n'est-elle pas une vie de solitude, tout simplement? Oui, je pense. C'est une solitude totale. Où sa solitude ne commence pas dans l'arène et elle ne s'arène pas en dehors de l'arène. Mais c'est comme ça que je l'ai compris, du moins. Bon, je ne sais pas. Hein. Parce que
bon, il faut comprendre que c'est le matador lui-même qui prennent la partie vraiment risquée. Et là, tous les assistants, c'est-à-dire la quadrille, la plupart, je ne dirais pas tous, mais 95%, ils sont des matadors frustrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrivé au niveau, parce que c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de concentration, beaucoup de discipline, beaucoup de chance, beaucoup de qualités que pas tout le monde peut avoir. Et alors, là, vraiment, la solitude du matador, c'est assez évident. Les autres, ils ont peur, mais c'est rien comparé au matador. Les risques qu'ils vont courir, c'est 10%, 5%, 10% de le risque du matador. Ça change beaucoup, quand même. Non. Lui, il est une autre histoire. Et surtout, lui, qui est connu pour avoir beaucoup de courage et beaucoup d'engagement et vraiment risqué dans tous les corridas, même si les taureaux n'est pas. Ça, c'est assez impressionnant, quand même. Parce que c'est ça, c'est dans les buts. On ne comprend pas les buts. Moi, je voulais faire les films et dire, on va placer les caméras, on va comprendre les comment. Comment ils font ça, Mais aussi, je voulais savoir les pourquoi. Mais les pourquoi, je n'ai pas arrivé à... Les caméras, ils n'ont pas donné la solution. C'est un peu étrange. Mais lui, il prend le risque quand même. Surtout quand il tourne au milieu de l'arène, c'est très compliqué. On l'entend là, quand les autres disent « Prépare-toi, Paco, attention », parce qu'il dit que c'est un moment de risquer. Parce que si tu es au milieu de l'arène, d'abord le taureau, il a moins de repères, il est plus dangereux, plus imprévisible, parce qu'il se sent plus assuré à côté de la barrière, à côté de l'enfance, et comme ça, il est plus calme. Mais si tu es au milieu, et évidemment, si tu es au milieu, ça prend beaucoup de temps s'il y a un accident pour y arriver. On le voit dans les films. Ça prend si tu es à côté, c'est 5 secondes, et si tu es là, c'est 12 secondes ou 15 secondes. Il a dit, bon, je peux le prendre 3 fois. Il y a 3 fois de plus d'être blessé gravement. Tout ça, c'est les matadors qui c'est ça, les autres, ils sont derrière. Non. Et évidemment, quand on dit Tardes de Soledad, c'est le matador lui-même qui a cette soledad. Mais évidemment, les titres, c'est une métaphore. C'est pour être la tauromachie, non? Ils sont isolés, ils sont dans... Moi, j'adore les personnages, la quadrille, parce qu'ils ont c'est du vrai pittoresque. C'est quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, tout le monde est complètement homogène, complètement égal. Tu sais, tout le monde veut être dans les mêmes restos, manger les mêmes choses, habiller de la même façon. Et là, non, c'est comme des personnages qui ont été conservés en formol dans le début du XXe siècle. Tu sais, dans les livres de Hemingway et tout ça, c'est exactement les mêmes personnages. Et ils sont assez authentiques et du point de vue humain, j'ai fini pour les apprécier beaucoup parce qu'ils ne sont pas assimilés. Tu sais, c'est vraiment la solitude d'une pratique qui est... Évidemment, dans son milieu, ils sont très reconnus, mais dehors, c'est la solitude totale. Et c'était pour ça que non, le film est intéressant, parce que c'est en contraste avec le monde contemporain et tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça un rituel sacrificiel. Si on le voit dans le troisième monde, tout le monde dit « Oh, bravo, quelle pureté, tout ça ». On le fait ici, on dit « Ah, c'est un scandale ». Mais eux, je ne sais pas, sont des êtres étranges. Très féminines d'ailleurs, très homo-érotiques. Pour parler de masculinité là. Albert, on va devoir arrêter. Très bien. Merci beaucoup. On est très heureux d'avoir... je pense que vous avez aimé le film. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que c'est aussi le bouche-à-oreille qui fait le succès d'un film. Le film sort le 23 avril. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. Ça fait toujours des gens en plus en salle. Merci Albert. Merci à vous d'être restés si tard.